Ce soir, à l'émission, les organismes se rallient pour un transport adapté, digne, juste et équitable. C'est un service essentiel, c'est un service public essentiel pour des personnes qui, si elles n'ont pas ce service-là, ne peuvent pas bouger. Et la saison des marchés de Noël est lancée. On a réussi à créer une expérience individuelle ou familiale à travers les 4 années qu'on l'a mis en place. Je m'entretiens également avec Lucie Gervais et Jonathan Lemire à propos de la Grande Marche des Patriotes. Les Patriotes représentent la mémoire historique d'un combat pour la démocratie. Enfin, Maude Loca met la table pour le temps des fêtes au Théâtre Gilles Vigneault. Notre grande vedette rock voisine qui vient fêter les 35 ans de son album Hélène. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 4 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier, Clara, c'était la Journée internationale des personnes handicapées et il y a des organismes qui ont profité de l'occasion pour lancer un manifeste pour un meilleur transport adapté. Oui, alors c'est la Confédération des personnes handicapées du Québec, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées et l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec qui rassemble 18 regroupements d'usagers à travers la province. Dans les Basses-Laurentides, on en a 2. Le RUTAG, la MRC Rivière-du-Nord, et plus à l'est, du côté de Saint-Lin et de Saint-Calixte, il y a le RUTAL pour la Naudière. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce manifeste? Alors, plusieurs points sont dénoncés. Une liste de demandes est aussi énumérée. Au cœur de ce manifeste, c'est vraiment la volonté d'une meilleure qualité, sécurité et fiabilité de services partout au Québec et de façon uniformisée. On écoute à ce sujet Dominique Viénaud, qui est directeur général de la RUTAG. C'est un service essentiel, c'est un service public essentiel pour des personnes qui, si elles n'ont pas ce service-là, ne peuvent pas bouger. Quand on a vu à Montréal, par exemple, pendant la grève de la STM, ça a commencé à chialer, puis on a commencé à se dire « Ah, mon Dieu, mais c'est un service essentiel, comment ça, c'est pas reconnu comme un service essentiel? Comment ça, on peut pas aller à son travail ?» Les personnes qui sont admissibles au transport adapté, 365 jours par année, ça devrait être moins parce que le service n'est pas 7 jours semaine, malheureusement, mais elles n'ont pas d'autre choix. C'est le seul, elles ont été admises parce que c'est le seul choix pour elles, le seul moyen de transport. Donc, nous, on chiale pas, on n'est pas là pour chialer. On demande juste le respect des droits, en fait. 135 000 personnes sont admissibles au transport adapté au Québec parce que ce n'est pas n'importe qui a droit, il faut répondre à certains critères, mais c'est bel et bien un droit pour ces personnes de pouvoir se déplacer. Et on souhaiterait, Clara, que les chauffeurs aient une meilleure formation. Oui, donc un programme structuré et rémunéré de recrutement et de formation des chauffeurs pour que le métier soit valorisé et que le service donné soit uniforme. Monsieur Viénaud m'expliquait que même s'il y a de très bons chauffeurs en ce moment, il y a quand même beaucoup d'incidents qui leur sont rapportés. Donc, ils doivent attendre 1 heure dans le froid ou 1 heure à leur rendez-vous. Donc, il y a énormément de problématiques de tout genre. Et puis, on va même jusqu'à parfois des jeunes en TSA qui vont être oubliés dans le transport, qui est en stationnement. Il va y avoir des problématiques parfois d'agression sexuelle. Parallèlement à ça, les organismes demandent aussi une harmonisation de la flotte des véhicules adaptés qui ne sont pas toujours justement adaptés à toutes les réalités. Et ce manifeste-là, Clara, arrive moins d'1 an avant les élections. C'est pas anodin tout ça. Non, les organismes veulent sensibiliser les députés et les candidats aux élections provinciales et les rencontrer avant la votation parce que selon M. Viénaud, le sous-financement est historique mais ne va que s'empirer avec le vieillissement de la population et l'augmentation des besoins. Quand on voit des villes comme Barcelone, Madrid, quand on voit des villes comme Londres, Berlin, il y a des villes qui sont accessibles, mais c'est venu de quoi? D'une volonté politique. C'est pas autre chose. Je dirais, ça prend une volonté politique et même quand on parle avec des structures comme la RTM qui nous disent, on essaye d'avoir plus de financement, mais on n'y arrive pas. Ben oui, parce que c'est au-dessus d'eux. C'est au niveau politique que ça se décide. La question, c'est on veut quoi comme Québec demain? Et à quoi ressemblent les services dans les Basses-Laurentides? Alors, EXO a un service de transport adapté qui couvre le territoire de Saint-Jérôme, Mirabel, de Sainte-Thérèse et de Blainville. Et plus au nord, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte-Prévost et Sainte-Sophie, c'est le TAC, le transport adapté et collectif qui s'en occupe. Mais la région n'est pas épargnée par les problèmes que l'on trouve ailleurs. On peut écouter M. Viénaud une dernière fois.
On sait que les Laurentides, c'est quand même un grand territoire. Et c'est sûr que quand on est couvert par territoire qui est couvert par Exo, on a un certain service. Mais si on se retrouve dans le nord Laurentides, c'est pas du tout les mêmes services. Donc c'est ça la problématique qu'on met de l'avant, c'est qu'il y a il y a des disparités régionales qui devraient pas y avoir en fait. C'est pour ça qu'on parle d'équité et non pas d'égalité. Il faut une équité dans le service parce que sur certains territoires, vu la dimension du territoire, les surfaces à couvrir, peut-être il faudra investir plus que c'est des territoires où il y a plus de densité. Mais tout ça, faut le prendre en compte. Voilà, Claude, le manifeste compte déjà plus de 520 signatures. Pour en apprendre davantage ou pour le signer, vous pouvez suivre le lien qui apparaît à l'écran. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question des marchés de Noël. À plus tard, Claude. La Cour d'appel du Québec a déclaré inconstitutionnelle la loi 59 qui annulait le processus de révision de la carte électorale pour les élections provinciales de 2026. Selon le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, cette décision garantit un fonctionnement démocratique permettant de représenter la réalité actuelle des régions en forte croissance, comme les Laurentides, le centre du Québec ou l'Estrie. Le Conseil estime que ces ajustements sont essentiels pour éviter une sous-représentation de ces régions à l'Assemblée nationale. La guignolée de Rosemère, tenue le samedi 29 novembre, a permis d'amasser un montant record de près de 38 000 $ en plus de 218 boîtes de denrées non périssables recueillies pour les familles dans le besoin. Le tout a été rendu possible grâce à l'engagement de plus de 230 bénévoles et des citoyens de Rosemère. La Ville souligne également le soutien de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère, qui a versé 5 000 $ et de Jeunesse Action Rosemère, qui a pris part à la collecte et offert le dîner à l'ensemble des bénévoles. La section Jean-Olivier Chénier de la Société Saint-Jean-Baptiste vous invite à participer à la Grande Marche des Patriotes qui se tiendra le dimanche 14 décembre, jour de commémoration de la bataille de Saint-Eustache. Pour en parler, je reçois Lucie Gervais, présidente de la section Jean-Olivier Chénier, en compagnie de l'historien, auteur et conférencier Jonathan Lemire. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Madame Gervais, cet événement-là, vous le proposez chaque année. Vous avez manifestement un immense respect là, pour la mémoire des patriotes. Qu'est-ce qui fait que la flamme ne s'éteint pas chez vous? C'est l'histoire de ces jeunes-là. Mm-hmm. C'est des jeunes là, qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on ferait la même affaire. Là. Quel âge qu'ils ont environ, les jeunes? Oh, mon Dieu, des fins dizaines, à la limite début vingtaine pour la grande majorité. Là, c'est bon de se rappeler qu'ils il faut se rappeler qu'ils sont partis, il n'y avait pas d'armes, ou très peu d'armes. C'est pas une fourchette, mais comment ça t'appelle ça? Là? C'est pas mal ça. Très mal armé contre la plus vaste et importante armée du monde à ce moment-là, exactement. M. Lemire, le 14 décembre 1837, le mouvement patriote a été pratiquement anéanti, ou en tout cas, tout le moins, il a encaissé un cuisant revers. On en cultive néanmoins une sorte de souvenir glorieux, puisque ces gens-là, qui étaient dirigés par le docteur Jean-Olivier Chénier, ne sont pas morts, à Saint-Eustache, je parle de la bataille de Saint-Eustache, évidemment, ils sont pas morts inutilement. Alors, qu'est-ce qu'ils sont censés représenter pour le Québec d'aujourd'hui? Oh mon Dieu, je pense que c'est à la base, c'est un devoir de mémoire. Ouais. Les patriotes représentent la mémoire historique d'un combat pour la démocratie, parce qu'essentiellement, c'est ça le combat des patriotes en 1837-1838. C'est des habitants qui voulaient ni plus ni moins que s'émanciper, d'avoir plus de droits politiquement, mais socialement aussi. C'est un mouvement qui s'inscrit dans un éveil de nationalité, pas juste ici, mais partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Europe aussi. Alors, on n'était pas étranger à ce qui se faisait ailleurs, puis ça a été quand même important ce qui s'est passé. Oui, puis il faut se rappeler que toute la structure du pays était faite pour écraser le fait francophone au Canada. L'Empire britannique, en fait, qui nous gouverne essentiellement encore aujourd'hui. Voilà. Vous êtes un historien donc spécialisé dans l'histoire des rébellions de 1837-1838. Est-ce que tout a été dit sur ce segment de notre histoire ou s'il y a encore des pistes à explorer? C'est une bonne question. Beaucoup d'historiens, quelques historiens ont fait, en fait, beaucoup de recherches. Je pense à mon collègue et ami Gilles Laporte qui a beaucoup écrit sur le sujet. Feu, mon ami Georges Aubin qui a énormément écrit sur la famille Papineau, qui a transcrit quantité de correspondance sur la famille Papineau, mais aussi sur plusieurs patriotes en 1837-38. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais on réussit toujours par trouver ici et là des fonds d'archives qui nous révèlent essentiellement des fois des nouvelles informations, mais beaucoup de choses ont été faites. Moi-même, j'ai fait quelques recherches
Mes ouvrages en témoignent un peu. Plus que quelques recherches, je dirais. Madame Gervais, le 14 décembre de cette année, c'est un dimanche. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Au programme, on commence par la marche. Oui. Le départ se fait à Maison du citoyen à Saint-Eustache. OK? On arrête aux fresques. Il y a des fresques. On arrête à 3 fresques. Il y a un beau circuit de fresques dans le vieux Saint-Eustache, Oui, des fresques à caractère historique, elles sont très belles, à thématique patriotique. Ouais. On va s'arrêter à ces fresques-là. La première fresque, c'est le 100e anniversaire 1837. On arrête ensuite à l'auberge aux Patriotes réunis. OK? Après ça, on va arrêter à celle de Jean-Olivier Chénier. Il y a une affiche là, sur votre page Facebook où tout est donné en détail. Il y a projection de films en soirée. Vous allez donner le prix du Patriote de l'année que vous aviez remporté l'année dernière, d'ailleurs. Oui. Monsieur Lemire, je reviens à l'histoire des Patriotes, là, qui n'est pas contenue dans une seule journée ou un seul événement, évidemment, et une seule date. Parlez-nous un peu de l'atmosphère qui régnait à Saint-Eustache en novembre, en décembre. Quel était le climat social, politique? En fait, il faut se rappeler qu'en novembre, décembre 1837, le village était désert d'autorité, si on peut dire. Les grandes familles seigneuriales avaient quitté l'endroit, victimes de beaucoup de répression de la part des patriotes les plus radicaux à ce moment-là, ce qui fait que il y avait une ambiance quand même teintée de peut-être d'insouciance, mais aussi de beaucoup de va-et-vient, de fêtes à la limite. Donc, on s'attendait à être attaqué, mais visiblement, il y avait un petit peu d'insouciance. On n'y croyait pas. On était dans une sorte de déni. Un peu. On n'était pas certain à savoir si vraiment l'armée anglaise dirigée par le commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, John Colborne, allait lui-même diriger ses troupes pour venir sur la rive nord de Montréal. Alors, donc une ambiance plutôt spéciale, disons. Donc, on s'attendait pas manifestement à d'insouciance, c'est ça. Mais écoutez, en terminant, je rappelle que la Grande Marche des Patriotes, ça se tient le dimanche 14 décembre à compter de 13h. J'invite, comme je le disais tout à l'heure, les gens à consulter votre page Facebook. Tous les détails sont là. Lucie Gervais, Jonathan Lemire, merci beaucoup pour votre visite. Merci. Le conseil d'administration du Cégep de Saint-Jérôme annonce la nomination de Patricia Tremblay à titre de directrice générale de l'établissement pour un mandat de 5 ans. Elle débutera ses nouvelles fonctions le 1er février prochain. Patricia Tremblay œuvre dans le domaine collégial depuis près de 25 ans. Elle était d'ailleurs à l'emploi du Cégep de Saint-Jérôme depuis 2016 en tant que directrice des études. Elle a aussi travaillé au Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption en tant qu'enseignante en économie, coordonnatrice chercheuse du Centre d'expertise et d'accompagnement en innovation sociale et directrice adjointe des études. Dans le cadre de sa politique municipale de développement social, la Ville de Blainville a réalisé cette année 3 projets proposés par la population, soit l'installation de 4 vélos pupitres à la bibliothèque, l'aménagement d'un module de jeu adapté au parc Blainville et l'installation d'une table de ping-pong au parc d'Amos. Dans le cadre de son programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec a versé un montant de plus de 52 000 $ en aide financière à la Ville de Blainville. Une partie de cette somme a été utilisée pour réaliser ces 3 projets. À quoi ressemblera la programmation du Théâtre Gilles Vigneault en décembre? Ce ne sera pas Noël tous les jours, mais on va s'y diriger tranquillement. J'en discute avec Maude Loca, directrice adjointe à la programmation. Bonsoir Maude. Bonsoir. Ça commence avec un spectacle familial avec les petites tounes. Exactement. Donc, c'est un incontournable du temps des fêtes. C'est vraiment un beau moment à passer en famille, autant pour les parents que les enfants. Donc, ils viennent nous présenter leur spectacle. C'est à quelle heure? Minuit. Qui est un spectacle, évidemment, avec beaucoup de chansons, rempli d'humour, rempli de magie. Puis, je trouve que c'est une belle façon de se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. C'est toujours plaisant de voir des anciens rockers faire de la musique pour enfants. Ils le font très, très bien, Exactement. Côté chanson et grande voix, j'oserais dire même grosse voix, on a Dave Fenley le 11 décembre. Exactement. Donc, il va venir nous voir dans le cadre de sa tournée trio. C'est une supplémentaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a été d'abord révélé dans l'émission America's Got Talent et ensuite au Québec dans l'émission de Lise Dion, en fait, dans son
correspondante directe de l'univers là, qu'elle a eu. Puis depuis ce moment-là, il y a vraiment eu un coup de cœur au Québec, puis Lise Dion l'a pris sous son aile. Donc, c'est d'ailleurs elle qui assume la direction artistique du spectacle. Il va être entouré sur scène de 2 musiciens québécois pour l'occasion, dont Gabriella Laberge, qui est une musicienne qu'on a pu voir aussi quand même souvent. Elle joue du violon, elle joue du piano, elle chante, elle est vraiment excellente. Et aussi d'un musicien de Caen, en fait, du guitariste de Caen, John Anthony Gagnon-Robinette. Donc, ces 3 personnes-là vont être sur scène. Ça va être un beau spectacle où on va autant entendre de la musique folk, du country, du soul. Donc, vraiment une belle soirée. Ça sera suivi d'un spectacle d'une icône, là. Exact. Rock Voisine. Notre grande vedette Rock Voisine qui vient fêter les 35 ans de son album Hélène, qui a été justement un album certifié diamant parce qu'il en a vendu plus d'1 million de disques là, à l'époque où on vendait beaucoup de disques. Et bien, en fait, ça va être l'occasion d'entendre le tout, ses plus grands succès. Donc, il va vraiment faire plaisir au public avec, entre autres, évidemment, Hélène. Là-bas, dans l'ombre. Et avant de partir, donc des artistes fabuleux sur scène, une grosse production, ça va être un gros spectacle et c'est presque complet, donc il reste quelques billets. Bon, du côté de la salle Anthony Lessard, vous recevez le quatuor de l'ensemble Obiora. Obiora, exactement. Donc le quatuor de l'ensemble Obiora vient nous proposer un concert qui est vraiment d'une très grande finesse où ils viennent se concentrer sur le répertoire pour quatuor à cordes composé majoritairement par des artistes afro-descendants. Donc évidemment, c'est un programme qui est riche, mais c'est aussi un pan qui est souvent méconnu de l'histoire de la musique classique. Et justement, l'ensemble Obiora, ils ont une mission vraiment très particulière et très importante, je trouve. C'est le premier ensemble canadien de musique classique qui est majoritairement composé d'artistes issus de la diversité culturelle. Donc, moi, c'était très important de les recevoir dans notre programmation. C'est justement, ça permet de faire rayonner des œuvres qui sont trop peu souvent entendues et aussi ça permet d'élargir la représentation là, sur la scène de la musique classique. D'accord. Là, bon, on va plonger directement là, dans l'esprit des fêtes, dans la tradition avec de la musique traditionnelle, les Charbonniers de l'Enfer. Exactement. Et c'est leur dernier tour de piste. Donc, ils viennent nous présenter leur spectacle Fifi et Nini. C'est fini. Bon. C'est leur dernière tournée. C'est un groupe, évidemment, qui sont reconnus pour leur puissance vocale légendaire, qui font évidemment beaucoup de répertoire a cappella. Et on était bien heureux de les recevoir pour ce dernier tour de piste au Théâtre Gilles Vigneault. C'est le 18 décembre. 18 décembre, 20h. Et ben, ça se termine le 23 décembre avec un spectacle qui s'appelle Noël, une tradition en chanson. Exactement. Et pour le Théâtre Gilles Vigneault, c'est vraiment une tradition de les recevoir. On les reçoit chaque année, depuis quelques années déjà. Bien évidemment, c'est un spectacle qui s'est collé sur Noël. C'est le 23 décembre. Donc, ça va être vraiment un dernier moment pour venir célébrer le temps des fêtes au Théâtre Gilles Vigneault. Et c'est un spectacle qui réunit plusieurs artistes, dont Émilie Bégin, Joanne Blouin, Paul Darèche, Joël Legendre. C'est d'ailleurs mis en scène par Joël Legendre, Steve Veilleux, Rita Tabac, David Latulippe. Donc, on vient vraiment entendre, se faire plaisir. On vient entendre tous nos classiques là, indémodables. C'est ça, un classique de Noël. Eh bien, voilà, ça va être un beau mois de décembre, un beau de local. Merci. Merci. Pour cette visite. Et puis, passez donc de joyeuses fêtes. Oui, vous pareillement. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La saison des fêtes est à nos portes. On voit apparaître ici et là des marchés de Noël. Vous nous en proposez un ce soir. Oui, Claude, c'est le marché de Noël de Mirabel que je vous laisse découvrir dans notre reportage de ce soir. Le marché Noël de Mirabel existe depuis 2019. En fait, on est rendu à sa 7e édition. Et nous, c'est la 4e édition qu'on produit, dans le fond. Oui. Qu'on met sur pied. Pour le nombre d'artisans par semaine, c'est 67 et ça change de semaine en semaine à l'intérieur et sous le chapiteau. Donc, on a à peu près 130 exposants au total. Je voulais rajouter qu'il y a 20 maisonnettes extérieures. Il y a comme 6 exposants, c'est ça, 6 exposants sous le chapiteau, puis une quarantaine d'exposants à l'intérieur. Ben, le marché, dans le fond, de Noël comprend différentes catégories qu'on a fait où on a déterminé, tu sais, articles de bois, tu sais, il y a le terroir qui est de la nourriture, tout ce qui est tricot, couture, bijoux. Non, on a plus autre. Savon d'hiver, mais qui est comme un peu un mélange de tout, et savon produit pour le corps.
On a réussi à créer une expérience individuelle ou familiale à travers les 4 années qu'on l'a mis en place, que ça soit une expérience extérieure avec une magie de village de Noël, qu'à l'intérieur, dans un centre culturel qui est une autre thématique, mais on a comme réussi à créer une expérience pour le petit bonhomme de 3 pommes que la grand-mère qui vient. Fait que je pense qu'on est capable de trouver une magie pour différentes catégories d'âge. Sur ce, j'aimerais ajouter que la qualité des artistes aussi est très importante pour le comité organisateur et ça paraît quand tu viens au marché, mais on met aussi un emphase sur le décor. Merci, ouais, c'est ça que je cherchais. Et on a une diversité aussi au niveau de nombre de produits dans chaque catégorie. Donc, on essaye le plus possible de garder cette diversité-là avec la qualité. Puis on a gardé aussi un ratio d'artisans mirabellois qui est pour une première ligne d'exposants. C'est dans le fond qu'on fasse miroiter le mirabellois à travers ce marché-là est important pour nous. Oui. Tu sais, cette année, la thématique de mettre des couleurs à chaque week-end, ben, je trouve que c'est une expérience diverse avec des animations qui les colorent. Ouais, les animations, en fait, sont en lien avec le thème. Donc, par exemple, en fin de semaine, le thème était le bleu. Et donc, les animations, ils étaient tout habillés en bleu. Donc, pour moi, ça serait les animations, là, définitivement. C'est contrairement aux autres années qu'on avait comme, une thématique générale, mais là, on a spécifique de fin de semaine en fin de semaine. Le 6-7 décembre, pour les animations, on a le Grinch qui va être là, parce qu'on est thématique vert en fin de semaine. En fait, il va y avoir un poney reine, dans le fond. On a bien entendu le Père Noël, Mère Noël qui viennent à chaque samedi. Ça, c'est comme ça pour chaque fin de semaine. On a la Capella en fin de semaine. Il y en a d'autres, mais ça, c'est ceux qui me viennent en tête en ce moment. On a aussi créé une chasse féerique pour les enfants qui ont le goût de découvrir des soldats de plomb à travers le décor du marché de Noël. Nouveauté, en fait, au niveau animation, je te dirais, c'est la chasse des jouets féeriques. On avait aussi un petit train la première journée, le 22 novembre, qui était comme... On a eu de la tire d'érable aussi la semaine dernière. La tire, la semaine passée, on l'a encore le 13-14 décembre. Mais tu sais, on se renouvelle en animation. C'est rare que l'animation de l'année dernière... C'est exactement pareil, non, c'est ça. On redesign l'horaire au complet, là, avec des nouveaux fournisseurs, etc. Là. Quand on a commencé il y a 4 ans, mais on n'était pas au point où on est rendu là. Puis tout le travail que, tu sais, l'équipe elle a grossi. On voit le travail qu'on a fait. C'est le plus beau cadeau, là, je pense, là, d'avoir ce rayonnement-là à travers tous les médias ou à travers toutes les revues ou, tu sais, le bouche à oreille. Je pense que c'est ça qui fait que... Oui, le bouche à oreille a été excellent pour nous. Et ça paraît aussi au niveau de notre achalandage qui augmente de chaque année. Encore une fois, cette année, c'est des super de beaux chiffres. C'est dépassé encore une fois l'année passée. Donc, on est vraiment content de cette renommée-là qui se développe avec le temps, mais qui devient de plus en plus important pour Mirabel d'avoir ce marché-là. On est rendu une référence. On est rendu une référence. Puisqu'il y en a beaucoup. C'est génial de voir l'évolution de tout ça. Puis je pense que c'est la créativité qui fait qu'on est rendu là aussi. Là, c'est de se renouveler puis de travail d'équipe. Les dates du marché sont du 22 novembre jusqu'au 14 décembre inclusivement. Voilà, Claude, donc il y a la particularité d'être à moitié à l'intérieur et à l'extérieur. Le marché de Mirabel, de Noël de Mirabel sera ouvert la fin de semaine prochaine encore et la suivante, soit celle du 13-14 décembre. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres marchés. Je vous invite à consulter les sites Internet de vos municipalités pour en apprendre davantage. Dans le Vieux-Saint-Eustache, par exemple, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à Sainte-Anne-des-Plaines, cette fin de semaine aussi, il y en aura un peu partout. On a appris par contre que le marché d'hiver autochtone de Kanesatake, qui avait connu beaucoup de succès les 2 dernières années, ne reviendra pas cette année. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Perspective suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine. Thank you.